Mais si tu fais de la merde dès le début, tu feras toujours x10, x100 de la merde à la fin. Si vous n'avez pas de data sur le taux d'ouverture, le taux de réponse, taux d'acceptation, taux de clic, vous allez aller quelque part, mais vous n'êtes pas être en capacité d'améliorer ça. L'automatisation va permettre de faire x2, x5, x10, x100. Si tu réunis ces trois critères-là, tu seras en capacité de viser vraiment ton client idéal. Et uniquement quand on est sûr de ces deux choses-là, là on peut automatiser et faire quelque chose de bien, mais pas avant. Donc le principal, ça ne veut pas dire qu'il faut faire du volume et aller chercher 100 000 personnes. Nouveau podcast. Et en fait, on va expliquer avec Mathieu aujourd'hui, tout simplement, quelles vont être les évolutions, notamment sur l'acquisition en B2B pour 2026. Donc, let's go. On nous a préparé des questions. Et en fait, tout simplement, le but, c'est qu'on puisse y répondre de but en blanc directement. Très simple, sans montage, très naturel. Exactement. Voilà. Et l'idée, c'est qu'on puisse justement apporter un max de réponses, de solutions et d'applications. De clarté sur l'acquisition, sur ce que nous, en tout cas, on voit. Autant qu'on peut, ouais. Voilà, autant qu'on peut. Et si on peut pas, on le dira aussi. C'est ça. Est-ce qu'elle est pertinente aujourd'hui ? Elle est aussi pertinente qu'hier, en fait. Et elle le sera, je pense, aussi pertinente demain. Aujourd'hui, il y a concrètement, on va dire, 3 gros moyens pour générer des leads en dehors du bouche à oreille, des recommandations et tout ça. Pour avoir un business plus prévisible et pérennisable, on va dire, dans le temps, tu as l'inbound, donc tout ce qui est marketing, branding, tu as les ads et tu as l'outbound, donc tout ce qui est action de prospection. Et en fait, dans un monde idéal, c'est vraiment d'exploiter, on va dire, les 2, voire les 3 axes pour le coup, parce qu'en fait, on a besoin, c'est pas antinomique, de pouvoir utiliser déjà l'inbound et l'outbound, d'aller prospecter directement pour avoir des actions sur court terme et des résultats sur le court terme, et l'inbound plus sur une solution, on va dire, dite sur le long terme pour le coup. Ouais, je vais même faire plus simple, on s'est compris. Nous, chaque mois, on est à peu près entre 40 et 50 rendez-vous en prospection. Sans contenu, alors on fait du contenu mais pas très poussé. Donc en tout cas aujourd'hui en full prospection à froid, donc avec des personnes qui nous connaissent pas. On a une quarantaine, cinquantaine de rendez-vous par mois via du mailing, via du LinkedIn, via du call ou du warm call. Donc tout fonctionne, c'est juste après comment on va l'exploiter et si selon notre niche, il faut absolument tester, itérer, voir ce qui fonctionne et à partir de là, trouver le canal qui est le plus performant pour vous et aller uniquement sur celui-ci. Ou essayer de développer d'autres canaux, mais en tout cas dans un premier temps, déjà trouver le canal qui est le plus performant pour vous et pour votre cible, de se mettre à sa place et de se dire ok, si j'étais, je ne sais pas si vous êtes une agence de com, je vais cibler des responsables marketing. Est-ce que si j'étais un responsable marketing dans une TPE-PME, est-ce que je préfère être contacté par mail, sur LinkedIn, en call, tester ça et tout fonctionne. Tout fonctionne tant que vous êtes en B2B. Ouais, exactement. En fait, la prospection, dans la plupart des temps, ça ne marche pas. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, tout le monde se fait prospecter, mais à peu près, généralement, tous plus ou moins de la même manière. En fait, ce qui ne marche pas, c'est les mêmes méthodes des années précédentes. Ce qui va te permettre de te distinguer et d'apporter plus de résultats, c'est vraiment d'être plus concret, d'améliorer vraiment pas mal de points de détail qui va faire que ça va fonctionner. C'est vraiment dans tous les détails qui font que la prospection, ça peut être une prospection qui n'apporte aucun résultat à une prospection qui génère j'ai envie de dire même presque une rente de rendez-vous parce que clairement, tu as juste en plus avec le digital aujourd'hui, à dupliquer un système qui a fonctionné pour avoir quasiment les mêmes résultats demain. Et ça, c'est relativement agréable une fois que tu as trouvé ce qu'on appelle le message fit qui te génère une récurrence de rendez-vous une fois que ça a été approuvé justement par la data. Exactement. Il faut prospecter. Non, mais en gros, faut prospecter parce qu'il y a aussi un autre truc, c'est que à chaque fois où on se dit oui, mais la prospection, partout où tout le monde se dit ça, il y en a d'autres qui vont, eux, prospecter, qui vont aller chercher des nouveaux clients, qui vont aller chercher vos clients, qui vont aller chercher vos prospects, pendant que vous attendez justement le côté inbound marketing ou recommandation bouche à oreille. Et aujourd'hui, avec le digital, ça n'a jamais été aussi simple, et d'autant plus en 2026, pour aller trouver ton client idéal. Et donc, chaque jour où tu ne passes pas à l'action pour aller chercher le client par toi-même, dis-toi que ton concurrent, qu'il soit direct ou indirect, va le faire à ta place. Alors, est-ce que la prospection est adaptée à tous les business ? Oui et non. Je pense que ça va surtout dépendre du panier moyen.
Parce qu'en fait, la prospection, ça demande quand même un minimum de temps. Et cette capacité à bien cibler en amont la personne avec qui tu veux dealer, hein, tout simplement. Alors oui, elle est adaptée à tout le monde dans le sens où vous pouvez générer des leads et générer des ventes via la prospection, peu importe le secteur. Oui. Et peu importe le panier moyen. Ouais. Par contre, effectivement, est-ce que le ROI va être atteint et est-ce que ça va vraiment être pertinent et rentable pour votre boîte aujourd'hui? Ça dépend du panier moyen et de votre marge aussi. Ouais. Évidemment, si vous allez contacter one-to-one pour vendre un SaaS à 10-15 euros, ça peut quand même être une action en plus des ads, en plus du contenu organique, mais ce n'est pas forcément ça qui va vous permettre d'exploser. Par contre, si vous vendez notamment sur du grand groupe, avec un panier moyen 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, là dans ce cas, ça a du sens totalement parce que là, on peut aller chercher la bonne personne au bon endroit, avec la bonne et aller le toucher avec différents canaux, mail, LinkedIn, call, etc. Et là, effectivement, là, ça a du sens. Donc tout va dépendre principalement du panier moyen et du temps que tu vas y mettre, quoi. Exactement. Mais sinon, il n'y a pas d'autre excuse pour ne pas prospecter aujourd'hui, d'autant plus en 2026. Hein. Ah, ça c'est un vrai sujet. Ça c'est un vrai sujet. Il y en a plein qui me disent non mais l'automatisation, j'en reçois, ça m'intéresse pas, c'est pas personnalisé. Et puis après, quand tu leur demandes comment tu as réussi à obtenir rendez-vous avec eux, c'est par mail. Ou sur LinkedIn. Donc finalement, tout fonctionne. Après, oui, on peut utiliser de l'IA maintenant quand même pour personnaliser et s'aider, en tout cas sur de la masse segmentée, comme on l'appelle. Il faut aussi faire attention, surtout avec l'IA, ça peut être un outil qui va vous permettre d'aller chercher des personnes et de bien personnaliser avec un grand volume. Mais le problème, c'est qu'après, si vous abusez sur l'IA et que vous allez utiliser notamment, je sais pas, des noms d'écoles pour aller prospecter la personne pour dire « Ah salut, j'ai vu que tu étais à telle école, etc. » C'est pas ça qui va faire la diff. La personne, elle s'en fiche. Clairement. Par contre, d'utiliser l'IA peut-être pour avoir les bons signaux d'intérêt, peut-être de se dire « Ok, dans mes 10 derniers clients que j'ai eu, ceux que je veux dupliquer, la plupart, ils avaient telle problématique au moment où je suis venu les chercher. » L'IA, en tout cas, fonctionne peu importe le secteur et ça va vous aider, c'est sûr, à aller chercher beaucoup de personnes. Et ça ne veut pas dire si vous automatisez que vous allez baisser en qualité. Ça, c'est totalement faux. Et surtout, il y a eu une grosse vague avec LinkedIn, avec tout ce qui se fait sur YouTube, etc., d'ultra personnalisation avec du clé, où on vous incite à prendre 12 milliards d'outils avec des choses hyper compliquées, des workflows end-to-end, à n'en pas finir, etc. Et en fait, on a l'impression que si on ne fait pas ça, on ne va pas réussir à générer des rendez-vous. Et nous, on a même plein de clients aussi, parce qu'on installe des systèmes justement de prospection, qui nous disent « Ah, mais je m'attendais à avoir des mails avec plein de variables, des choses très compliquées avec de l'IA, etc. » Non, aujourd'hui, ce n'est pas ça qui permet de générer des rendez-vous. Ce qui permet de générer des rendez-vous, c'est d'avoir une offre qui génère déjà des rendez-vous avant, qui simplement répond à une vraie problématique. Et nous, après, on va venir, en tout cas vous, et il faut absolument que vous arriviez à la traduire assez facilement avec les bonnes pratiques qui se font par mail, LinkedIn, call, etc. Et après, juste de la pousser avec un volume suffisant aussi pour avoir un retour. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on va pouvoir contacter 100 personnes et avoir 12 milliards de rendez-vous. Non, c'est statistique. Si par mail, les stats, on est entre 0,5 et 1-2% de conversion, c'est des stats bonnes que la plupart des gens ont aujourd'hui en 2025-2026. Donc, il va falloir plutôt utiliser ces références-là et se dire, moi, si je veux 10 rendez-vous, peut-être il va falloir que je contacte 1000 personnes. Peut-être, voilà. Donc là-dessus, c'est plutôt, pour nous, cet aspect-là qui est très important, c'est le volume, connaître bien son offre, bien la traduire en copywriting et après derrière pousser ça sur le plus de personnes possible et après comprendre la data et itérer à chaque fois. C'est pas forcément de vouloir faire du volume ultra personnalisé avec de l'IA, des choses hyper complexes. Ouais, parce que la question en fait c'était vraiment est-ce que c'est bien d'utiliser des outils d'automatisation clairement oui. Juste déjà pour répondre à cette question-là, il y en a qui prospectent des heures à la mano encore aujourd'hui. Quand je dis à la mano, c'est ils envoient des messages one-to-one sur LinkedIn et tout ça. Alors effectivement, ça peut amener un peu plus de personnalisation, mais c'est pas pérennisable dans le temps en fait. Clairement, tu vas perdre beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Je coupe, mais pour donner un exemple, la personne qui nous a envoyé une vidéo personnalisée de notre site web, c'était ultra pertinent. Effectivement, s'il est arrivé au bon moment, on aurait voulu prendre rendez-vous avec lui. Parce que, pour vous expliquer, on a une personne qui nous a contacté sur LinkedIn il y a quelques jours avec une vidéo ultra personnalisée avec laquelle il y avait une miniature avec notre logo où il présentait, c'était pas de l'IA où il avait juste affiché notre site web, c'était vraiment une analyse. C'est pertinent. Mais le problème, notamment comme on disait encore le panier moyen, vous ne pouvez pas aussi faire 1h30 de vidéo pour présenter un prospect qui ne nous a même pas montré un intérêt avant.
En fait, c'est pas duplicable. C'est-à-dire qu'en fait, si votre but c'est d'aller chercher beaucoup de rendez-vous, alors effectivement, si peut-être tu vas aller chercher des rendez-vous très très qualifiés sur du grand groupe où tu as vraiment 2-3 clients idéaux que tu veux vraiment aller chercher, ça peut avoir du sens. Ouais, c'est clair. Mais si on parle vraiment de quelque chose de périn et quelque chose de duplicable dans le temps, l'automatisation, on est obligé. Ouais. On est obligé. Et surtout, en fait, pour prendre le moins de temps possible. On a des clients qui peuvent passer 10, 15, 20 heures par semaine à envoyer des messages LinkedIn, à envoyer des invitations. On leur dit comment ça fonctionne, enfin, est-ce que ça fonctionne? Ah ça a l'air de fonctionner. Ah ok, mais c'est quoi ton taux de réponse? J'ai pas de taux de réponse. Déjà rien que là, il faut déjà, se poser les bonnes questions. Et en fait, l'automatisation vous permet de gagner du temps, mais surtout, alors gagner du temps dans un premier temps sur l'opérationnel, sur la semaine, mais vous permet aussi de gagner du temps surtout dans l'analyse et dans l'itération et la compréhension de votre acquisition. Sur du Ads Meta, on va utiliser Ads Meta parce que, l'outil de Meta, pour avoir de la data analysée et comprendre pourquoi ça marche pas. C'est pareil en acquisition, en outbound. Si vous n'avez pas de data sur le taux d'ouverture, le taux de réponse, taux d'acceptation, taux de clic, en fait, vous allez aller quelque part, mais vous n'allez pas être en capacité d'améliorer ça. En fait, l'automatisation va permettre de faire x2, x5, x10, x100. Mais si tu fais de la merde dès le début, tu feras toujours x10, x100 de la merde à la fin. Donc en gros, c'est bien de l'exploiter, mais de bien l'utiliser par itération et d'améliorer ton process en continu justement. Et l'avantage des outils, c'est que tu pars sur du digital et donc tu vas pouvoir tracer tes actions de manière beaucoup plus précise et tu vas savoir exactement ce qui fonctionne. Dans ce cas, tu dupliques. Ce qui ne fonctionne pas, tu itères, tu l'améliores et semaine après semaine, tu vas commencer à construire une machine à lead qui, en moins de temps, va te générer de plus en plus une bonne récurrence de rendez-vous auprès des prospects de qualité. La cible. Alors, tout le monde en parle, mais il y en a très peu qui arrivent à… Enfin, tout le monde me dit oui, on sait tous que la cible, c'est super important et tout ça. Mais en fait, il y en a très peu qui arrivent à bien déterminer quelles sont les caractéristiques, à bien le définir. Il y a beaucoup trop d'entreprises. On va leur demander c'est qui votre cible idéale. On vend tout et n'importe qui. Et en fait, c'est là où tu te dis, il s'essouffle. La fameuse phrase, c'est courir après plusieurs poules. Tu finis par en choper aucune ou très peu. Fallait que je la dise durant ce podcast. Une dédicace. Petite dédicace. En fait, ce qui va déterminer une bonne cible, c'est déjà celui qui va prendre un des plus gros paniers moyens. Pas forcément le plus gros, parce que le plus gros, par exemple, si tu vises des très très grosses boîtes, par exemple du 440, tu vas mettre 6 mois, 1 an, 2 ans à les closer. Cycle de vente long, donc c'est compliqué. Cycle de vente trop long. Ouais. De l'autre côté, tu as beaucoup trop peut-être de petits clients. Alors ok, ils viennent tout seuls dans la plupart d'entre eux, c'est des petits clients via des recommandations, bouche à oreille ou de ton site internet. Mais le problème de ça, c'est que tu subis ton client, c'est-à-dire que tu es beaucoup trop dans… Pour certains, ce que je vois, c'est ils délivrent leurs clients, ils ont la tête dans le guidon, mais en même temps, ils n'ont pas la croissance qu'ils souhaitent. Et donc forcément, parce que le panier moyen est beaucoup trop petit, ils subissent la venue des petits clients parce que ils n'ont pas ce moyen d'aller chercher des clients de meilleure qualité. Donc en gros, ton ICP, donc Ideal Customer Profile, ton client idéal, celui qui prend un des plus gros paniers moyens, mais pas le plus gros non plus, celui qui a la capacité de pouvoir acheter rapidement ou le plus rapidement possible, donc capacité à prendre une décision assez facilement, et surtout un client que tu kiffes accompagner, ou que l'entreprise apporte un maximum de valeur. Si tu réunis ces 3 critères-là, tu seras en capacité de viser vraiment ton client idéal. Donc tu closes vite, bien, et tu délivres aussi rapidement. Et le fait d'avoir une même typologie de client va te permettre d'automatiser un peu plus ta délivrabilité et donc d'emmagasiner encore plus de nouveaux clients et plus de nouveaux clients sur lesquels tu marches bien, mais des clients qui sont contents, que tu kiffes accompagner. Et en fait, c'est un cercle vraiment vertueux qui va te permettre d'optimiser la croissance de ta boîte. Donc ça, c'est important de viser principalement ton client idéal aujourd'hui. Exactement. Donc ça, tu as beaucoup expliqué comment choisir, entre guillemets, son client idéal et après comment le définir dans le sens où comment le sélectionner et réussir à le dupliquer. Alors nous, on a une méthode très simple. Vous prenez vos 10 meilleurs clients donc sur les critères que Florent vient de dire et donc vous vous dites, OK, quels sont les critères qu'ils ont en commun, ces 10 clients c'est-à-dire critères géographiques, critères de chiffre d'affaires, de nombre de collaborateurs. S'il y a aussi des intents data, donc par exemple des signaux d'intérêt, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si par exemple vous savez que par rapport à vos statistiques, vous savez que la plupart de vos gros clients viennent d'Île-de-France. Dans ce cas, peut-être aller travailler d'abord sur ces clients-là, parce que c'est les plus profitables, c'est les plus intéressants pour vous. Et derrière, donc, réussir à trouver ces critères vraiment en commun
entre toutes ces cibles. Et en fait, le but après, c'est de réussir à les dupliquer grâce à des outils comme, vous avez des dizaines d'outils, des conismes, des pharaos, des zéniths, etc. En tout cas, qui vous permettent de créer des listes. Ouais. Et c'est à ce moment-là où il faut automatiser et réussir à générer des premiers points de contact, etc. pour générer des rendez-vous. Mais déjà, voilà, bien travailler cette partie ICP, la partie offre également. Ouais. Et uniquement quand on est sûr de ces deux choses-là, là on peut automatiser et faire quelque chose de bien, mais pas avant. En fait, l'idéal, c'est de se dire, je vais être en capacité de cloner plus régulièrement ce fameux client avec qui j'ai kiffé accompagner, aussi bien déjà sur l'accompagnement lui-même. Et surtout prendre du plaisir. Et prendre du plaisir, et prendre ça. de la marge, et, et le faire en un minimum de temps. Une fois que tu as déterminé tous ces critères-là, notre but, c'est d'aller cloner ce client-là le plus possible en allant le chercher directement. Exactement. C'est là l'avantage de l'outbound et de la prospe. Ouais, c'est clair. En soi, c'est une question… Pour moi, ils fonctionnent tous. Ouais. T'as pas un canal qui fonctionne moins bien, alors effectivement, ça dépend de ta cible et c'est pour ça qu'aussi il faut faire du test and learn et voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Alors, si on prend vraiment les statistiques les statistiques globales de la prospection en 2025, concrètement, le mailing, c'est ce qui s'essouffle un peu ces derniers mois. Le mailing, ça marche toujours, mais les taux d'ouverture baissent, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent le mailing. Les taux de réponse aussi sont en chute énormément par rapport à LinkedIn où vous allez avoir du 25-30% assez facilement en taux de réponse, qui est quand même assez énorme. Et notamment, si on le compare donc à du mailing, on va être entre 3, 5, après on peut aller chercher un peu plus si on est vraiment sur de l'intent data, on va dire, mais sur du cold pur, ça va être très très rare d'être au-dessus. Donc concrètement, ce qui marche le mieux en termes de réponse, c'est LinkedIn, ça on est d'accord. Mais maintenant, ce qui marche le mieux par rapport à votre secteur, ou en tout cas votre secteur en particulier, ça il faut tester. On ne peut pas le savoir en avance. Il faut tester, il faut voir ce qui fonctionne. Peut-être aussi faire des veilles par rapport aux concurrents, comment ils font. Ils font du cold call, est-ce qu'ils font du LinkedIn, du mail, mais tout fonctionne. Le principal, c'est juste de le faire suffisamment longtemps pour réussir à passer ce cap de ça ne fonctionne pas à ça fonctionne grâce à la donnée. Si tu es en B2B, de toute façon, généralement, dans 85-90% des cas, en B2B, ton client, il a au moins potentiellement un mail, au moins un numéro de téléphone, voire éventuellement un LinkedIn. À partir de ce moment-là, tu as juste à donner le bon message auprès de la bonne personne. Et si ton message est bon et que tu as bien ciblé la bonne personne, tu vas pouvoir, tu peux que générer des rendez-vous si tu en contactes assez suffisamment. Après, tout est une question de timing aussi. Il n'y a pas que le bon message. Mais tu vas pouvoir vraiment être en capacité de pouvoir générer de plus en plus de bons rendez-vous, des rendez-vous de qualité, juste en déterminant ces critères-là. Et même la prospection terrain que tu as oublié. Et même ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne toujours. Voilà, comme on disait encore, c'est le budget, c'est pas scalable non plus. Vous n'allez pas pouvoir faire x1000 le lendemain, excepté si vous recrutez 1000 commerciaux. Pour ça aussi qu'il faut utiliser vraiment les outils digitaux, parce que c'est ça qui vous permet d'avoir, je sais pas, un commercial en interne avec du mailing LinkedIn, avec énormément d'adresses mail, va avoir une capacité de volume aussi grande que 5-6 commerciaux qui font du cold call toute la journée. Voire, il y a également des outils de cold call comme Minari, comme Skip Call, etc. et plein d'autres qui permettent aussi justement d'augmenter le volume. Donc le principal, ça ne veut pas dire qu'il faut faire du volume et aller chercher 100 000 personnes, mais en tout cas, il faut quand même que vous allez chercher suffisamment de personnes pour avoir des retours. Et ça, c'est obligatoire. C'est mathématique, la prospection. S'il y a les taux de conversion qui baissent, il faut juste aller chercher plus de personnes. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut mal le faire. Mais en tout cas, il faut réussir à augmenter son volume pour inverser le fait qu'il y ait des taux de conversion plus faibles. Donc, au niveau des canaux, en fait, tout fonctionne. Nous, ce qu'on préconise, c'est le multicanal. On aime bien avancer en asynchrone, c'est-à-dire que l'idée, c'est de prendre un maximum de rendez-vous en y passant un minimum de temps. Et pour ça, on privilégie, nous, de notre côté, en tout cas, le mailing et LinkedIn, ce qui fonctionne plutôt bien, et finir sur du call sur toutes les personnes qui n'ont pas répondu sur ces campagnes-là. Comme ça permet de prendre des rendez-vous pendant qu'on est en train de faire autre chose. Là, actuellement, on est dans un podcast, mais on a un système qui tourne, qui est en train de prospecter à notre place. Et ça, c'est plutôt cool. Une fois qu'on a pigé le truc, il faut se dire une chose, de toute façon, c'est que tout le monde se dit oui, la prospection mail, moi quand je reçois, ça ne marche pas, ou LinkedIn, ça ne marche pas. Oui, clairement, dans la plupart des cas, la prospection, je le redis, ça ne fonctionne pas si ce n'est pas forcément bien fait. Il y a tellement de détails à mettre en place que ça peut vite ne pas fonctionner. Et il y a peu de choses près d'ailleurs. Mais par contre, comme je te l'ai dit,
ton prospect, il a au moins un mail et je peux te garantir qu'il lit ses mails. S'il répond pas à ton mail, c'est que ou ton mail est pourri, ou c'est pas la bonne personne, ou c'est pas le bon moment. Donc c'est aussi simple que ça. Mais ça te laisse quand même au moins plus que 3 opportunités de dire d'aller chercher au moins ton client idéal. Et c'est pareil sur LinkedIn et c'est pareil par téléphone. Et si c'est pas le bon moment, il faut y retourner 3-4 mois après et il y a toujours en apportant de la valeur le plus possible. Mais clairement, même posez-vous la question, nous en interne, on se dit ça souvent, ok, forcément il y a des mails qu'on reçoit qui sont pas pertinents. Ouais. Parce que c'est pas le bon moment simplement. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas besoin d'un site web pour le moment, mais peut-être qu'il était venu un mois avant. Ouais. Peut-être que ça aurait eu du sens et à ce moment on aurait pris le call. Ouais. Parce que en fait, il nous envoie un message, coucou, je peux peut-être vous aider, etc. C'est très simple. Ouais, c'est clair. C'est pour ça en fait, il faut faire exactement la même chose. Comme quand tu expliques, tu mettais ton entreprise au milieu de la rue et que tu avais des milliers de prospects. Qui passaient devant, etc. Qu'est-ce que ça changerait pour ta boîte? C'est exactement comme les ads, etc. C'est pour ça aussi qu'il faut faire du contenu et être vu en tout cas. Et en fait, vous avez plein de canaux différents, des canaux inbound, outbound, etc. Alors nous, on est vraiment spécialistes de l'outbound, parce que c'est ce qui nous fait, on adore, et c'est aussi ce qui nous permet d'être vraiment chirurgical dans le ciblage et de trouver vraiment le client idéal. Par rapport à l'inbound, etc., c'est un peu plus compliqué, il y a des petits, des moyens, des grands clients, etc. Mais clairement, tout fonctionne. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le faux bon prospect, c'est celui qui... On va dire déjà, qu'est-ce qu'un bon prospect? C'est celui déjà qui achète ta meilleure offre. Le faux bon prospect, c'est celui qui achète pas ta meilleure offre. Donc en fait, à partir de ce moment-là, ça fera ralentir ta boîte si tu n'as pas un système full automatisé. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as plein de petits clients, mais que tu passes 0 temps sur ta délivrabilité, tu as tout un intérêt à les prendre et d'aller en chercher beaucoup plus. Si ça te prend 0 temps pour avoir beaucoup d'argent, dans ce cas-là, vas-y, même si ce sont des petits paniers moyens, c'est très bien. Notamment quand tu vas aller chercher un prospect, tu vas passer le même temps, ça va te coûter le même coût et le même temps d'aller chercher un prospect à 2000 balles qu'aller chercher un prospect presque à 200 000 balles. Ouais. Donc, tu as tout un intérêt à aller chercher ton plus gros client ou un de tes plus gros, parce qu'on a vu tout à l'heure, justement, si tu vas chercher trop gros, c'est quand même chiant à closer des fois par moment. Et l'idée, c'est d'aller plus travailler avec celui qui va payer régulièrement. Mais toi, ton but aujourd'hui, c'est vraiment d'aller chercher justement ce bon prospect qui va payer bien, vite. Tous les autres vont te faire perdre le focus de ta croissance, vont te faire perdre du temps dans ta délivrabilité. Et d'où l'importance des fois de dire non, de savoir dire non par moment. Parce que ce que tu penses avoir un intérêt pour te faire gagner du temps, t'en fera perdre sur d'autres process par la suite. Le faux bon prospect, j'ai envie de te dire, si c'est un petit client qui va prendre un minimum de temps, pourquoi pas? À partir du moment où c'est un petit client qui va te prendre presque autant de temps qu'un moyen ou qu'un gros client, il faut vraiment stopper ça et que tu te concentres une bonne fois pour toutes sur ou travailler sur ton acquisition pour avoir plus de bons clients ou non, il n'y a pas d'autre option, je crois. Non, clairement. Alors, un minimum et un maximum en même temps, ouais. J'ai envie de te dire. Ouais. Ça dépend toujours après déjà si vous êtes commercial ou pas, mais forcément si vous êtes commercial, ça fait partie de votre job. Voilà. Alors nous, ce qu'on dit souvent, c'est qu'avec un système automatisé LinkedIn Mail, vous allez pouvoir passer 3-4 heures par semaine. Ouais. Concrètement, c'est ce qui va vous prendre. Vous avez besoin de 3-4 heures pour la partie conversation, la partie donc répondre aux mails, aux messages LinkedIn. Et après, 1 à 2 heures, une fois toutes les 2 semaines pour remettre des listes. Concrètement, on n'a pas besoin de passer plus de temps. Après, effectivement, si vous voulez aller chercher encore plus de prospects et en plus des automatisations, aller faire du call. Là, dans ce cas, on va pouvoir rajouter 1 à 2 heures par jour pour aller chercher des prospects qu'on n'a pas réussi à toucher par mail ou sur LinkedIn. À partir du moment où c'est un minimum rentable, c'est-à-dire qu'en fait, si tu passes beaucoup trop de temps pour trop peu de rendez-vous, c'est clairement qu'il y a un problème dans ton message, il y a un problème dans tes actions, il y a un problème qui ne va pas. Que tu mettes en place des outils d'automatisation ou pas d'ailleurs, le but, c'est que tu passes un minimum de temps pour avoir un maximum de rendez-vous. Mais si tu n'as vraiment pas beaucoup de rendez-vous, il faut que tu ailles prospecter quand même. Donc, en fait... Et pour appuyer même là-dessus, c'est vrai. En fait, c'est très simple aussi. Pour répondre à cette question, moi, je dirais que ça dépend aussi du niveau où tu es. Ouais. Alors nous, on voit l'entrepreneuriat comme un jeu vidéo. Pour moi, il y a différentes étapes comme dans un jeu vidéo. Vous commencez, au début, on se dit « Ok, comment je vais trouver des clients ?» Après, comment je vais réussir à leur vendre? Ensuite, comment je trouve des prospects? Comment je vais réussir à faire en sorte qu'ils deviennent mes clients? Ensuite, comment je vais faire pour les livrer? Très simple. Mais effectivement, si tu es au niveau 0, entre guillemets, où tu viens de commencer ton entreprise,
En fait, la chose la plus importante pour toi, c'est de trouver des clients. Le reste, on s'en fiche. Pas besoin de perdre son temps sur un logo, sur un site web, en tout cas un site web très très développé. Pas besoin de se prendre la tête sur des process, etc. Le but au début, c'est juste de se dire quelle problématique à laquelle je réponds, comment j'y réponds, quelle solution j'apporte. Et à partir de là, de se dire ok, mon seul rôle est, en fait, mon seul temps aujourd'hui que j'ai, je dois l'utiliser pour trouver des clients. C'est la seule chose en fait qui doit être. Voilà. Après, effectivement, si on parle d'un commercial, etc., je pense pas qu'il doit passer plus de 30-40% de son temps à prospecter. Ouais. Après, ça dépend toujours évidemment si vous êtes SDR, closer, bref, il y a pas mal de spécificités, mais concrètement, si vous venez de développer votre boîte, vous venez de la créer, c'est la seule chose en fait que vous devez faire. C'est vous lever le matin, prospecter, trouver des gens, trouver des clients, trouver des clients, trouver des clients. Que tu aimes ou pas le C'est faire, d'ailleurs. C'est tout. Obligé. À partir du moment où tu deviens entrepreneur, je veux dire, tu as oublié tes fonctions de salarié, De tech, de tech, de tout ça. Tu es entrepreneur, tu dois savoir vendre. Tu es entrepreneur, tu dois savoir aller chercher des clients. Il faut arrêter la vision bullshit où je vais attendre que le client vienne comme ça, par magie, par miracle, ou parce que j'ai un super bon produit, un super service, il doit venir par lui-même, j'ai pas envie de démarcher quoi que ce soit. Bah, tu vas t'épuiser, tu vas ralentir ton business, et un business qui stagne, c'est un business qui régresse. Et je connais aucun business qui est en pleine croissance qui ne s'est pas impliqué justement sur son propre process à lui. Ah non, mais non. Donc voilà. On dit souvent la santé de ton entreprise dépend de la santé de tes ventes. Et donc, si tu délègues rapidement ce qui est censé être la santé de ton entreprise auprès d'une tierce personne qui ne maîtrise pas vraiment directement ton bébé, en fait, ça veut dire que tu ne délègues pas l'exécution commerciale aujourd'hui. Ça veut dire que tu en délègues ta responsabilité. Et donc, à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir toujours te plaindre que j'ai recruté un commercial, ça n'a pas marché. J'ai pris une agence d'externalisation, j'en ai pris 2, 3, 4, ça n'a pas marché. Mais en fait, ce qui ne marche pas, c'est peut-être aussi le système que toi-même déjà tu as mis en place. Et personne d'autre sera mieux placé que toi pour implémenter un système qui te convient aujourd'hui. Et tant que tu cherches à te débarrasser de comment je fais pour générer plus de business, plus de ventes, sans que toi-même tu aies à mettre la main à la pâte, tu vas toujours pouvoir le faire par des agences d'externalisation. Et encore, il faut en trouver des bonnes. Et il y en a des bonnes qui génèrent des leads par-ci par-là. Mais une entreprise qui est en pleine croissance, qui a délégué totalement son process commercial sans avoir du tout capitalisé dedans, j'en connais pas. Nous, on a une règle, une politique, c'est on n'externalise pas ce qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on n'a pas nous-mêmes fait, notamment là, si on parle d'ADS ou sur plein d'autres sujets, mais tant que vous n'avez pas compris vous-même, vous n'êtes pas formé vous-même à minima sur le sujet, évitez de le déléguer. Parce qu'en fait, si vous allez le déléguer à quelqu'un et que vous n'êtes même pas en capacité de savoir si ce prestataire est bon ou pas, en fait, il peut très bien pendant plusieurs mois vous dire non, mais c'est parce que telle ou telle chose, etc. Alors qu'en fait, il faut être en capacité vous aussi de comprendre pourquoi ça marche pas. Après, effectivement, si peu importe la fonction dans l'entreprise, si vous êtes déjà en capacité de le comprendre et vous avez déjà, on va dire, vos propres process, pourquoi pas le déléguer, peut-être si c'est pour aller encore plus vite sur etc. Mais en tout cas, au début, si vous faites moins d'1 million d'euros, clairement, c'est que, en tout cas, même si on parle sur l'acquisition, etc., il faut être en capacité déjà de comprendre pourquoi ça marche pas, comment moi-même, je vais aller trouver des clients. Et ça, c'est vraiment la base au niveau, on va dire, 1 du business, en tout cas en B2B et sur l'acquisition. Et après, pourquoi pas déléguer, mais vraiment dans un certain niveau. Non, c'est clair, c'est ce qu'on appelle aussi, il y a la matrice d'Eisenhower qui dit que, donc c'est une matrice qui montre que ce que tu dois déléguer, ce que tu dois supprimer ou ce que tu dois faire toi-même en toute urgence. Et en fait, c'est en corrélation en fonction du niveau d'importance. Et comme tu disais, en fait, c'est le fait de se dire qu'est-ce qui est vraiment important pour ta boîte et qu'est-ce qui est urgent ou pas urgent. Si c'est ni urgent ni important, tu dois le supprimer. Si c'est urgent mais pas important, ça tu peux le déléguer. Pareil sur si c'est important mais pas urgent, tu peux voir pour le déléguer. Par contre, si c'est urgent et important, c'est à toi de le faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, la vente, surtout que ce soit, peu importe si tu n'es pas en niveau de croissance satisfaisant, tu te dois de toi-même le mettre en place, de comprendre comment mettre en place un système, un process. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, tout le monde le dit, dans les plus grands entrepreneurs le disent, c'est pas nous. La première compétence qu'on demande à un patron d'entreprise,
Un entrepreneur, c'est de savoir vendre. C'est de, par lui-même déjà, d'aller... C'est de générer du cash. C'est de générer du De cash. toute façon, c'est Déjà, alors, comme tu disais, c'est la santé de ta boîte. Et c'est vraiment le niveau 1 en fait, qu'il faut réussir à gérer. Parce qu'en fait, après, si vous avez du cash, après, vous êtes en capacité de gérer tous les autres problèmes. Ouais. Comme tu disais, c'est pas... dès que vous avez du cash, c'est juste comment ou qui va le faire, simplement. Ouais, c'est un faux problème après. Voilà, exactement. Donc l'objectif, c'est surtout de travailler sur cette partie acquisition, cette partie de comment je vais trouver des personnes qui sont intéressées par ce que je vends. Et après, la partie livraison, etc., ça sera autre chose. Et ça, vous pouvez le déléguer ou l'automatiser assez facilement. Rien ne doit être plus important que de générer du business. Donc, personne d'autre le fera mieux que vous au début. Et même après, d'ailleurs, presque des fois. Sauf si vous implémentez vous-même un système où vous vous formez. Le mieux, c'est d'investir sur vous, à monter en compétences, que vous ayez envie ou pas d'ailleurs. Si tu as envie de monter ta boîte et que tu as envie que ta boîte elle soit en pleine croissance, tu te dois de te former dessus et après de pouvoir le déléguer par la suite. Donc quand est-ce que c'est le bon moment pour déléguer par contre à une agence d'externalisation ou de commencer à embaucher un sales? C'est que tu as déjà une base qui te génère un minimum de flux, aussi bien de rendez-vous que de cash, et qu'aujourd'hui, tu n'as plus vraiment la bande passante pour le faire, mais sur quelque chose que tu maîtrises. Sinon, quand on construit une maison, tu dois d'abord faire les fondations. Sinon, ta cabane, ça sera toujours une cabane à peut-être améliorer, mais une cabane restera une cabane. Et à tout moment, ça peut s'effondrer. Donc, ton but à toi, c'est de monter les fondations solides et de monter les murs petit à petit pour qu'ensuite, tu puisses déléguer un process que tu maîtrises qui est aussi important que la vente dans sa globalité en fait. Alors, les étapes cruciales pour le scaling d'une entreprise. Alors, comme on disait, pour nous, il y a 3 étapes. Vous avez l'étape de comment je vais trouver des personnes qui sont intéressées par mon offre. Ensuite, comment je vais réussir à les closer. Et ensuite, comment je vais réussir à les délivrer. Donc, en fait, concrètement, pour nous, les étapes de scaling d'une entreprise aujourd'hui, c'est comme on disait sur l'étape, sur le level 1, entre guillemets, c'est de réussir à trouver des personnes qui sont intéressées par votre offre. Deuxièmement, après, ça va être d'aller réussir à leur vendre et après, réussir à les délivrer assez facilement. Et concrètement, en fait, l'idée sur cette base des trois fondations, on va dire, de l'entreprise, pour nous, le but, c'est de se dire, OK, premier niveau, comme on disait déjà, c'est de réussir à comprendre concrètement comment on arrive à trouver des prospects, comment on arrive à trouver des clients aujourd'hui et comment réussir à surtout l'automatiser pour qu'on perde le moins de temps possible à le faire et qu'on le délègue une fois qu'on a vraiment compris totalement le process. Et donc en fait concrètement le scaling c'est très simple, c'est en fait réussir à chaque niveau sur ces 3 choses, réussir à déjà le comprendre. Ensuite, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est on énumère une fiche d'action sur notamment une to-do list sur vraiment ce que vous devez faire pour chacune de ces 3 fondations de votre entreprise. Donc, la livraison, la vente et l'acquisition. Et après, à partir de là, de se dire, OK, comment je peux réussir à automatiser sans perdre en qualité, notamment sur la partie livraison, c'est-à-dire avec des outils comme N8N, Zapier, etc. Comment aussi je vais pouvoir mettre de l'IA à tous les niveaux pour faire gagner le plus de temps possible. Sans baisser en qualité, que ce soit sur l'acquisition, sur le closing ou sur également l'acquisition. Ouais. Donc voilà, concrètement, c'est un mot que tout le monde utilise un peu pour tout et rien dire. Pour nous, concrètement, c'est vraiment d'allier ces 3 étapes-là et en fait, à chaque fois, de réussir à les faire le mieux possible, toujours itérer. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez toujours réussir à avoir un meilleur pôle acquisition, un meilleur pôle délivrabilité, un meilleur pôle closing. Et en fait, au fur et à mesure, d'améliorer ça. Et c'est ça, en fait, qui va vous permettre à chaque fois d'aller chercher un peu plus de CA, chercher un peu plus aussi, même vous, de plaisir et de cash et de chiffre d'affaires. Ouais, pour y arriver, il faut vraiment que tu mettes en place des objectifs, des SOP ou des KPI, peu importe comment on l'appelle. En fait, l'idée, c'est que tu mettes de la data à tous les niveaux. Aussi bien sur l'acquisition, sur la partie vente, sur la partie délivrabilité, après éventuellement sur la partie upselling pour augmenter la LTV, donc la lifetime value, donc le cycle long de ton client. Et ensuite, de pouvoir créer une boucle infinie sur l'optimisation de chaque point à chaque fois. Et comme tu l'as dit, en déléguant avec un maximum d'efficacité et un minimum de pète en fait, tout simplement. Exactement, ouais. Et en fait, de se dire clairement sur chaque process, qu'est-ce que je peux automatiser? Si je ne peux pas automatiser, est-ce que je peux mettre de l'IA? Si je ne peux pas mettre de l'IA, est-ce que je peux le déléguer? Et de toute façon, votre objectif aussi en tant qu'entrepreneur, ou même si vous êtes commercial, etc., mais là on parle vraiment d'entrepreneur, c'est de réussir à avoir des personnes qui sont meilleures que vous à chaque poste, que ça soit la livraison, la vente, l'acquisition, etc. Et de réussir à toujours et vraiment être, alors nous c'est vraiment une politique qu'on a, mais data driven, toujours data,
peu importe ce que vous faites, il faut toujours vous ayez des tableaux de bord, des données à analyser. Ouais. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut partir dans un délire d'analyser au post près le like, le nombre de commentaires, etc. Ça, il ne faut pas le faire tous les jours évidemment. Mais en fait, d'avoir suffisamment de données pour savoir est-ce que je vais, comme tu disais en fait sur mes SOP, sur les objectifs que je me suis mis, est-ce que j'y suis? Qu'est-ce qu'il faut que je change pour y arriver? Ouais. Notamment, nous, c'est vraiment l'acquisition, on est vraiment expert dans ce domaine-là sur la prospection. Pour vous donner un exemple concret, si vous faites des campagnes mail, si votre objectif c'est d'augmenter, je ne sais pas, de doubler le nombre de rendez-vous, de se dire ok, je regarde déjà, est-ce que j'ai fini mon mois en ayant atteint mon objectif? Ok, non, très bien. Ok, alors je vais aller regarder déjà, est-ce que le volume est bon? Ouais. Est-ce que la quantité de personnes que j'ai contactées est bonne? Si déjà ça, j'ai réussi à contacter suffisamment de personnes selon moi, très bien. Mais maintenant, je vais plutôt aller voir, est-ce que j'ai un bon taux d'ouverture? Est-ce que ma délivrabilité est bonne? Est-ce que mon taux de réponse est bon? Et donc en fait, au fur et à mesure, par capillarité, on va descendre, jusqu'à trouver la source du problème, on va dire. Par capillarité, tu montes normalement, je crois. Ouais, je crois que je suis un peu... Mais ouais, c'est ça l'idée. Voilà. Et donc concrètement, l'idée, c'est de se dire, mettez de la data dans tout ce que vous faites, peu importe la livraison, l'acquisition, le closing, etc. Et à chaque fois, analysez. Et c'est ça en fait qui va vous permettre de toujours vous améliorer. Comment scaler? Avoir des objectifs SMART. Objectifs SMART, c'est des objectifs qui soient aussi bien challengeants, mais atteignables. Comment on fait pour pour maximiser ses chances d'atteindre cet objectif de je vais faire 500 000, 1 million, 2 millions, 5 millions par an? C'est définir un objectif. Donc, par exemple, on va dire 1 million d'euros pour cette année. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Quel est mon panier moyen? Combien j'ai besoin d'avoir de clients annuellement pour obtenir cet objectif-là? Par la suite, combien je dois obtenir donc de clients mensuellement, voire presque de manière hebdomadaire? Combien je dois obtenir de rendez-vous? Quel est mon taux de closing actuel qui va déterminer le nombre de rendez-vous que j'ai besoin d'avoir sur ce panier moyen-là? Et ce qui fait que vous allez pouvoir savoir exactement semaine après semaine si par exemple pour atteindre 1 million d'euros, vous allez savoir si vous avez besoin de 3, 4, 5, 6, 5, 10, 15, 20, 30 rendez-vous par semaine. Et donc vous allez savoir exactement le cheminement semaine après semaine qui va vous permettre d'atteindre le million. Exactement. Juste pour finir là-dessus, on dit souvent comment on fait pour manger un éléphant. Un éléphant qui a l'air gros, qui a l'air énorme, c'est souvent complexe de se dire non mais jamais je vais manger ça, ça restera toujours une cuillère à la fois. Peu importe ce que tu fais, il faut que tu atteignes des petits objectifs pour s'assurer que tu atteignes l'objectif total. C'est comme pour gravir l'Everest, déjà pas à pas, tu dois déjà franchir ça avant d'aller plus haut. J'ai bien aimé l'éléphant. Ouais. On restera sur l'éléphant alors. Mais... Intéressant, j'aime bien cette question. Ouais. Alors, premier client dit déjà que tu n'as peut-être pas encore une offre déjà, t'as pas une incroyable, offre incroyable, tu vois. Bon, moi je vais le faire en plusieurs étapes, très simple. Déjà, tu n'as pas d'offre. Déjà. Tu fais comment? Ouais, alors là, on part encore. Non, mais oui. grosso modo, quoi. Oui, alors tu testes. Pour moi, si tu n'as pas d'offre, alors déjà, comme tu dis, en fait, faut pas. En plus, c'est vrai que ceux qui font des écoles de commerce ou qui ont fait des cours ou même qui font de la formation un peu théorique, etc., vous avez envie de vous dire oui, il faut faire un business plan, il faut faire un canevas avec plein de slides, etc. Étude de marché. Non, concrètement. Pour nous, aujourd'hui, la vision qu'on a, on a accompagné des centaines de clients sur l'acquisition, mais donc notamment aussi sur l'amélioration de leur offre, sur le développement des entreprises, que ce soit des entreprises qui faisaient 20 000 par an, celles qui faisaient plusieurs millions. Concrètement, pour nous, première étape, c'est déjà de se dire, ok, par rapport au marché sur lequel je veux aller, alors imaginons que vous avez déjà un marché, se dire déjà, je vais aller faire une veille sur les offres de mes concurrents. Comment eux, ils arrivent à vendre aujourd'hui? Est-ce que j'arrive à avoir leur présentation? Est-ce que je vais même analyser avec l'IA, par exemple, leur site web, leur offre, ce qu'ils font exactement. Essayer déjà au moins de faire une veille sur l'offre et essayer de comprendre. Voilà. Déjà, à partir de là, alors nous, après, là, on va parler du cas où on est en B2B. Ouais. Donc là, on va utiliser la prospection comme levier. Et donc de se dire, ok, déjà, pour mon offre, je vais déjà... essayer de regarder un peu ce que font mes concurrents, je vais faire une veille et à partir de là, je vais déjà avoir des hypothèses d'offres que je vais pouvoir tester rapidement. On va vite faire une presse sur Canva avec de l'IA, ou bref, vous faites quelque chose d'assez simple, très très vite. Et après, le but concrètement, c'est vous prenez un outil d'automatisation, que ce soit Wallaxy, Lemlist, la grosse machine, bref, vous en avez des dizaines et des dizaines. Et le but, c'est juste d'aller contacter, alors là, nous, on vous parle comment le faire très rapidement. Vous allez contacter des personnes de manière automatique très très rapidement. Le but, c'est forcément ce que vous allez faire. Ça va pas être la meilleure version, les meilleurs messages, les meilleurs mails, etc. Mais le but, c'est d'aller vite et d'aller avoir vite des retours. Donc se dire, ok, pour résumer, première étape, je fais une veille de mes concurrents, j'essaye de comprendre leur offre, j'essaye de
pas copier, mais de s'inspirer de leur offre pour aller très très vite, parce que ces personnes-là ont déjà itéré pour vous. Ouais. Elles ont déjà compris le marché pour vous, donc déjà vous allez gagner des années. À partir de là, j'envoie des mails et des messages LinkedIn à des personnes tous les jours, de manière automatisée, au moins une 50aine. Et même si c'est pas automatisé, même à la mano, À la mano, t'as que ça à faire, donc tu es censé Exactement. aller chercher la personne par toi-même en fait. Hein. Exactement. Voilà. Ou même donc dans le cas où on est un peu plus traditionnel, vous allez sur le terrain, vous allez faire du cold call. Simplement le but c'est juste d'aller confronter son offre au marché et d'avoir un retour le plus rapidement possible. Et à partir de là, l'objectif c'est justement de poser des bonnes questions aux prospects en rendez-vous, que ce soit que vous le closez ou pas, pour en fait simplement avoir des retours. Si la personne vous dit non, ok très bien, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que aujourd'hui on puisse partir ensemble quoi. C'est quoi? C'est un problème de pricing, c'est un problème de valeur perçue, d'offre qui n'est pas alignée avec ta problématique, bref, pas mal de choses. Et le but c'est simplement d'avoir le plus de retours. Et plus vous allez avoir de retours, plus vous allez être vraiment en confrontation avec le marché et plus vous allez pouvoir améliorer ce que vous faites. Et comme on disait tout à l'heure, clairement en fait de toujours améliorer en continu et au fur et à mesure, vous allez pouvoir avoir une offre qui fonctionne et générer des rendez-vous. Quand tu veux vraiment des premiers clients, au tout début, c'est déjà de valider si ton offre elle correspond effectivement aux besoins du marché. Donc tu l'as dit, hein, tu peux relayer des bonnes briques de potentiels concurrents directs ou indirects, de le confronter rapidement au marché. Parce qu'en fait, ce qui va valider ou non la bonne idée, c'est celui qui est prêt à payer le prix. Tant qu'on te dit oui, ton idée est cool et sympa, mais que les gens ne payent pas, ça ne vaut rien. C'est dédicace aux startups. Ça ne vaut rien. C'est-à-dire que oui, mais j'ai lui qui est super intéressé. Oui, mais des fois, je pose des questions à des startups et je leur dis, bah voilà, vous avez eu combien de clients? Bah là, on est sur trois clients. Je fais, mais 3 clients, vous les avez signés? Non, mais c'est en cours. Ah, donc, mais sinon là, de signer, vous avez combien de clients? Bah 0. Ah, bah, donc vous avez 0 client. Donc là, pour l'instant, il n'y a aucune validation. Donc à partir de ce moment-là, il faut juste déjà avoir conscience c'est celui qui paye qui va te dire si tu avais raison ou pas. Tout le reste, ça n'a aucune importance. Exactement. Donc à partir de ce moment-là, tu dois te focaliser sur comment je peux faire payer quelqu'un. Au tout début, tu peux créer une offre pas chère, tu vas peut-être y passer plus de temps, tu vas peut-être beaucoup plus surdélivrer. On s'en fiche. Tu dois générer du cash le plus rapidement possible. Aussi petit soit-il, tu dois générer du cash le plus rapidement possible. Et même quitte à passer beaucoup plus de temps, et ensuite tu peaufineras ton offre dans le temps, tu vas l'améliorer, tu vas améliorer ta délivrabilité, tu vas améliorer la perception de ce que tu proposes aussi, et la perception de ton client, de la valeur de ce que tu proposes. Et tout ça, ça va te permettre de constituer une offre encore plus impactante, plus importante. Au début, tu peux même mettre du satisfait ou remboursé, ou de y arriver, de continuer jusqu'à ce que la personne obtienne un tel résultat. Enfin, quand tu es au tout début, il faut vraiment que tu t'en fiches. Ton but, c'est que la personne paye un prix, aussi petit soit-il au début s'il faut, mais au moins il a payé. Et s'il a payé, ça veut dire qu'il est prêt à passer à l'action et que tu réponds à un besoin. Donc ton but, c'est de faire payer les personnes le plus rapidement possible, peu importe le prix au début, et ensuite tu dupliques tranquillement par la suite. Donc en fait, il faut arrêter tout ce qui est bouche-oreille, tu n'en auras pas. Tu vas faire un petit peu de réseautage, tu sais, des petits événements networking, mais tu vas perdre beaucoup trop de temps là-dessus. Ouais, je vais m'appuyer, c'est que alors si le bouche-oreille, dans le sens où tu en auras, ou du réseau pour avoir tes premiers clients. Oui, voilà, c'est ça. Ok, mais en fait, c'est pas vraiment ces personnes-là que tu vas pouvoir dupliquer. Donc en fait, là, le but, c'est de trouver un système qui va permettre de trouver des personnes avec certains critères, comme je disais tout à l'heure, que vous allez pouvoir dupliquer assez facilement. Et après, de réussir à du coup avoir une offre qui leur plaît, qui leur permet de dire oui, on y va. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Ouais. Parce que oui, les réseaux, on va pouvoir avoir de temps en temps, etc. Mais en fait, c'est pas duplicable. Si votre but, c'est de faire une vraie entreprise ou de rester freelance, c'est deux choses différentes. Ouais. Sauf si tu as un énorme réseau et que tu peux déjà solliciter bien un réseau existant, ça reste intéressant. Il vaut mieux les solliciter d'ailleurs eux en premier avant tout. Mais par la suite, il faut que tu ailles craquer le marché assez rapidement. Bah, c'est pour toute entreprise d'ailleurs. Hein. Si tu vises trop gros, tu peux vite te cramer des ailes. Alors si tu débutes ton activité et que tu cibles trop gros, tu vas avoir des problèmes à tous les niveaux. D'une, ça va être un enfer pour déjà les faire signer. Donc ça veut dire que tu vas perdre 6 mois, 1 an, voire 2 ans. Et donc ça veut dire qu'il faut que tu aies de la trésor de côté pour que tu puisses attendre avant d'avoir ce fameux gros client. Parce que manque de preuves sociales. Ouais, il y a donc déjà ces personnes-là ont besoin process long.
Voilà, process, alors cycle de vente plus long, parce que plus de décisionnaires, des montants plus gros. Et après, effectivement, la partie preuve sociale où il va vous en manquer, ce qui est logique, parce que vous avez ciblé des contrats à 20, 30, 50, 100 000, 200 000, plusieurs millions, etc. La personne derrière, il a besoin d'avoir des garants. Et d'autant plus que si tu commences ton activité, on va dire, et que tu veux signer un gros client directement, ça va être un chantier, un gros bordel dans ton delivery, dans la délivrabilité de ton client, et ça risque de casser assez rapidement si tu n'as pas structuré derrière. Si tu as structuré et que tu es en capacité d'aller chercher le plus gros client, oui, si tu as automatisé un max ou tu as vraiment un process de délivrabilité qui te permet de ne pas trop passer de temps, ou on va dire un minimum de temps, parce qu'un gros client, ça restera un gros client, mais que ce ne soit pas un stress pour ton équipe. Et aller cibler justement ce fameux gros client, si tu es en capacité quand même de le faire signer assez rapidement. Voilà, c'est surtout ça. Dès le début. Pour moi, c'est la première chose à faire. Ouais. Dire, quand tu développes, connais pas, pour moi, c'est même. Alors, si tu peux faire un logo forcément pour le branding, mais pour moi, c'est la première chose à faire, c'est de structurer son acquisition, trouver des clients. Parce qu'en fait, du moment où tu vas réussir à trouver un moyen qui te permet de trouver des clients, en tout cas des rendez-vous de prospects intéressés, en fait, tu es sûr qu'à la fin du mois, tu auras un salaire ou à la fin du mois, en fait, tu vas réussir à générer du cash. Donc, en fait, c'est vraiment la première chose à faire dans une société, en tout cas pour nous, et que ce soit une start-up, vous l'appelez comme vous voulez, c'est concrètement, c'est d'abord de trouver un moyen d'avoir une récurrence de rendez-vous. Une fois que vous avez ça, en fait, c'est juste une question de temps pour closer, pour générer du cash. Parce qu'en fait, si vous arrivez à avoir toujours des personnes qui sont intéressées, vous avez beau être le pire vendeur de France, à un moment donné, vous allez réussir à closer, vous allez réussir à trouver la bonne phrase, la bonne offre, etc. Donc, dès le début. Et celui qui te dit oui, mais j'ai pas encore mon site internet, faut que j'investisse dedans, on s'en fiche. Que j'investisse dans le marketing, je dois améliorer mon image de marque. Nous, on n'a pas eu de site internet pendant presque un an, quasiment, et en fait, ça ne nous a pas empêché d'avoir des clients. Et des gros deals. Et des gros deals, parce qu'en fait, ce qu'il te faut, en fait, c'est juste d'échanger avec un maximum de personnes qui ressemblent à ton client ou qui peuvent ressembler à ton client. C'est tout. À partir de ce moment-là, si ces personnes-là, ils ont un moins un téléphone, un LinkedIn ou un mail, let's go quoi. C'est tout. Et ton offre, en fait, tu fais une V1 comme je disais tout à l'heure, et puis de toute façon, au fur et à mesure de leur parler, vous allez améliorer votre offre. En fait, au fur et à mesure d'avoir leur retour, ok, là j'ai vu que ça n'avait pas très bien marché parce que la personne m'a dit ça, ok, pour la prochaine fois je vais améliorer ma presse, etc., etc. Donc en fait, au fur et à mesure, vous allez réussir à générer. Donc, le principal, c'est vraiment juste de trouver des prospects intéressés. Ouais. Dès que vous avez ça, après le reste, ça viendra. Ouais. Et l'itération, il n'y a pas de recette magique en prospection de toute façon. En fait, le plus important pour une boîte, c'est de générer du cash. Donc en soi, même si il y en a plein qui vont te dire c'est bien de faire un bon produit, alors oui, je suis complètement d'accord, mais ton but déjà, pour vivre et de faire un bon produit, il faut que tu génères du cash. D'ailleurs, on dit souvent, la capacité d'une bonne start-up, c'est sa capacité à vendre un projet. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le produit dans la plupart des cas. Ils sont en capacité à lever des millions d'euros alors que le projet ou le produit n'existe même pas. Mais parce qu'ils sont fédérateurs et après, c'est ce qui va te permettre de développer un bon produit par la suite. Parce que dans la plupart du temps, le bon produit, tout le monde s'est lancé, j'ai envie de dire presque avec sa bite et son couteau, clairement. En fait, tu n'as pas besoin d'attendre que le produit soit parfait pour lancer les choses. Ton but, c'est de lancer une V1 avec un certain prix, d'emmagasiner un maximum de cash le plus rapidement possible, donc de vendre, et ensuite, grâce aux ventes, d'améliorer ton produit de manière incrémentale, et ce qui va te permettre justement d'optimiser ton process. Et donc moi, je mettrai toujours en avant la vente, puis ensuite ton produit. Parce que par contre, si tu augmentes tes ventes et que ton produit est à chier, ton business, il ne va pas durer longtemps. Donc en fait, il faut forcément qu'après, dans un second temps, tu améliores le plus rapidement possible ton produit pour que tu puisses perdurer justement le plus longtemps possible sur, si tu veux consolider ta position d'entrepreneur dans le secteur où tu t'es lancé, quoi. Exactement, et c'est pour ça que pour nous, en tout cas en tant qu'entrepreneur, la compétence la plus importante à avoir, c'est la compétence commerciale. Que ça soit pour trouver des clients, pour vendre. D'aller faire autre chose que d'aller chercher des clients. Il y en a, et en fait, c'est dans plus de 80% des entreprises qu'on échange aujourd'hui. Tu vois, la plupart du temps, les clients dépendent de recommandations, de bouche à oreille, de réseautage et tout ça. Donc, ils ont des clients, pas assez pour générer de la croissance. Donc, ils n'ont pas de maîtrise sur la quantité des prospects et de la quantité des clients.
et ils n'ont pas de maîtrise sur la qualité du client. Donc ce qui fait que ils ont des résultats beaucoup trop aléatoires et vraiment le chiffre il fait ça sans maîtriser, sans pérenniser leur business ou quoi que ce soit. Et ce qui fait que ils s'essoufflent souvent rapidement. Donc le plus important pour eux, c'est déjà de se refocaliser sur comment je fais pour générer de la croissance, comment je fais pour générer plus de récurrence auprès du client idéal en fait. Et donc à partir de ce moment-là, si tu ne génères pas une croissance harmonieuse et que tu es focalisé sur autre chose que d'aller générer de la croissance, dans ce cas-là, tu perds la priorité de tout en fait. Ta seule priorité pour une boîte, généralement, c'est de générer de la croissance. Comme on l'a dit, il faut surtout pas que tu t'arrêtes à un plafond parce que ça risque de descendre derrière. Et donc ton but, c'est vraiment de te focaliser là-dessus à chaque fois. Quel est le next step que je dois faire pour accélérer ma croissance? Tant que tu n'es pas focalisé là-dessus, toute ton activité est faite sur du bullshit. C'est-à-dire pas du bullshit dans le sens où tu n'apportes pas de valeur. Je sais que tu dois délivrer plein de clients de ton côté, que c'est super important pour toi. Mais ça, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut que tu le délègues. Il faut que tu délègues un maximum le delivery et que tu te concentres toi sur ton acquisition et ta croissance. Donc ça, c'est vraiment, je pense, la vraie priorité pour toi, tant que tu n'es pas dans une situation qui te convienne en fait. Moi, je dirais la discipline. T'as beau être envahi, il y a un moment, il faut que tu aies un minimum d'organisation et d'être un minimum discipliné. Par exemple, tu vois, l'acquisition, il faut qu'on s'y mette à chaque fois tant d'heures, même un minimum soit-il, mais tu sais que tu dois passer 2, 3, 4 heures dans la semaine. Si tu ne le fais pas, tu sais que tu vas en pâtir les semaines suivantes. Faut éviter de se dire « je veux faire ce qui me plaît le plus », mais faire ce qu'il faut faire pour la boîte. Et je pense que malgré qu'on aime plus ou moins faire pas mal de choses, je pense que c'est la discipline qui fait que, et cette régularité dans cette discipline qui va faire que tu vas maintenir un haut niveau d'exigence et maintenir un haut niveau du fait que tu es avancé sur ton process en fait. Je suis d'accord avec toi, c'est la discipline, on est d'accord à 100%. Mais pour moi, je sais que c'est un peu à la mode de dire des habitudes, des routines, des choses douche froide, des choses un peu bullshit. Il faut se réveiller tous les jours à 5 heures et travailler, etc. Moi, en tout cas, personnellement, c'est simplement de travailler plus que la plupart des gens. Ça ne veut pas dire qu'il faut travailler 20 heures par jour, mais c'est assez simple. Dans une journée, on a 24 heures. On va dormir généralement 7-8 heures. Donc après, il va nous rester 16 heures pour aller travailler, et faire soit du sport ou faire d'autres choses. Moi, concrètement, en tout cas aujourd'hui, c'est le fait de travailler plus que la plupart des gens. Et en fait, si vous travaillez plus, alors à un certain niveau, après quand vous avez plusieurs salariés, évidemment, si vous avez 10 salariés et que vous faites 35 heures x 10, vous avez 350 heures dans la semaine. Si vous travaillez vous 10 heures, ça va pas changer grand-chose. Mais à une petite échelle, quand vous êtes solopreneur, freelance, ou vous avez, on va dire, une jeune entreprise, une TPE, etc., à ce moment-là, pour moi, le nombre d'heures va être assez crucial, surtout au début. Pour moi, c'est cette habitude-là qui fait vraiment la différence. En fait, c'est travailler et améliorer le fait que tu n'aies pas à faire plusieurs fois tout le temps la même chose. Dans le sens où on travaille beaucoup et ensuite on voit comment, si on a compris le process, comment le dupliquer, l'automatiser, mettre une IA ou mettre quelqu'un d'autre dessus, une fois qu'on a un système qui roule pour passer au next step. C'est pour ça qu'on a structuré une boîte, on est passé de 2 à 8, voire presque 9 personnes, pas tous forcément à plein temps, mais on a pu être en capacité de déléguer assez rapidement parce que justement on a beaucoup bossé à avoir cette discipline-là pour ensuite comprendre, processer, mettre des SOP et déléguer par la suite. Et je pense que c'est la clé si tu veux réussir dans le business en tout cas. Des erreurs bénéfiques pour aujourd'hui, je pense qu'il y en a plein. Après, tous les jours, on fait des erreurs. Ouais, l'échec, on va te dire que c'est l'échec qui construit, peu importe, c'est la base de l'entrepreneuriat. Oui, clairement. En fait, tout va dépendre de comment tu es, parce que si tu fais toujours les mêmes erreurs, ça ne sert à rien. Si tu comprends ton erreur et tu fais en sorte de l'améliorer assez rapidement. Moi, je pense que le truc que j'ai appris, c'est de se dire, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qu'elle soit positive ou négative, il faut toujours dire que c'est de sa faute ou c'est grâce à soi-même en fait. Et à partir de ce moment-là, que tu prends ton vrai destin entre les mains, je pense que c'est le meilleur process pour que tu puisses avancer. C'est-à-dire que ça a fonctionné, tant mieux, mais surtout quand ça n'a pas fonctionné, que ce soit quelqu'un d'autre qui l'ait fait autour de toi, qui a affecté ta boîte ou peu importe, dis-toi toujours que c'est de ta faute en priorité. Et comment tu pourrais l'améliorer au maximum soit-il pour éviter que ça puisse se reproduire par la suite. Je pense que pour moi, c'est vraiment le truc qui fait que
cette itération-là pour que tu puisses faire évoluer ton process et te dire que c'est toujours de ta faute et que ça ne dépend pas uniquement de la conjoncture, de la guerre en Ukraine, de la baisse du saumon en Alaska ou quoi que ce soit. L'idée, c'est vraiment de se dire, bon, bah, si ça ne l'a pas fait, ok, déjà c'est de ma faute. Ou alors de te dire que ce client, c'est un connard, il n'a rien compris, ou ce prospect, peu importe. Non, c'est comment je fais au vu de la situation pour m'améliorer moi, mon process. Et justement, par rapport aux clients, justement, les clients pour moi mécontents sont les meilleurs clients. Ouais, les ambassadeurs. Parce qu'en fait, alors déjà, ça devient des ambassadeurs, mais c'est surtout aussi parce que vu qu'ils sont mécontents, c'est eux qui vont te permettre, grâce à leur retour, d'améliorer ton process, ton produit, ton offre, ta livraison, bon bref, tout ce qui est lié à on va dire, au client et à la livraison. Et clairement, là-dessus, il faut vraiment. Alors ça peut être un peu frustrant parfois qu'on a des clients mécontents, même si nous on a bien travaillé, etc. Mais il faut justement il faut vraiment communiquer au maximum, avoir le plus d'informations possible. Et c'est ça qui va te permettre d'améliorer ce que tu fais en continu. Et puis de toute façon, tu en auras toujours des détracteurs, que ça soit en prospectant. Sur la prospection, tu auras toujours des personnes de toute façon par mail ou sur LinkedIn qui vont pas être contents parce que c'était le mauvais jour pour lui, parce que bon, c'est comme ça, on call encore plus. Toujours les remercier. Voilà. Et c'est ça aussi toi ton apprentissage, c'est les remercier parce que ça va te faire avancer si tu es en mesure de dire ça en fait. Exactement. Et après c'est aussi statistique, si vous contactez des milliers de personnes chaque mois, c'est normal qu'il y ait au moins une personne qui soit pas une bonne personne, soit une personne c'était pas sa journée, etc. Donc dans ce cas, voilà, il faut pas se prendre la tête et passer à autre chose. De toute façon, elle vous aura oublié d'ici 2 jours. Donc, Tant que tu es aligné avec ce que tu fais, tu peux que être content à la fin de la journée, généralement. Pour cette question-là, je ne pourrais pas savoir ce qui est vraiment différenciant par rapport à c'est quoi les autres acteurs du marché. Ce qui est le plus important, c'est par rapport à sa propre structure. Nous ce qu'on permet, alors souvent les autres acteurs du marché, on nous confond souvent avec des agences d'externalisation. Nous, on n'est pas là pour générer des leads pour nos clients directement et que justement nos clients soient uniquement et principalement dépendants de nous pour leur générer leur propre business et soi-disant aussi leur générer une croissance. Nous, on est là justement pour poser l'infrastructure de croissance et avancer ensemble par itération, les challenger. Vraiment, on n'est même pas là pour faire de la formation, du coaching. On va implémenter. On est vraiment un partenaire de croissance. On va mettre en place les meilleurs outils les plus adaptés à leur marché, à leur structure, à leur process, les faire monter en compétences, leur mettre des coups de pied au cul si nécessaire et avancer par itération pour qu'ils puissent passer plus de temps au rendez-vous plutôt qu'à en chercher et surtout, qu'ils soient autonomes avec un pôle sales inarrêtable et puis voilà quoi en fait. Moi je vais le dire en 2 mots, pour moi c'est alors l'objectif d'autres acteurs du marché, alors ça dépend toujours, mais la plupart c'est que vous soyez dépendant d'eux parce que leur business c'est une récurrence et leur but c'est que vous restiez le plus longtemps possible. Nous notre but justement c'est que les clients soient indépendants, qu'ils dépendent de personne et qu'ils soient en capacité aujourd'hui de gérer leur croissance et de la maîtriser comme ils le souhaitent. C'est-à-dire s'ils veulent faire plus, ils font plus, s'ils veulent faire moins, ils font moins. Bon bref, l'objectif concrètement, c'est qu'ils maîtrisent à 100% ce qu'ils font pour être en capacité d'aller où ils veulent aller. En un minimum de temps, pour avoir un maximum de résultats le plus rapidement possible, de capitaliser aussi sur une montée en compétences et un process qui va permettre de fiabiliser la boîte sur la durée, sur le long terme. Et comme tu disais, générer une croissance harmonieuse, 100% maîtrisée. Je pense que c'est vraiment là où nous, on permet. En fait, généralement, tu as 2 types de boîtes. Enfin, en gros, tu as celui qui veut juste générer des leads par-ci, par-là. Et dans ce cas-là, je pense que les agences d'externalisation ou de génération de leads seront bien placées, enfin, surtout des très bonnes, pour que vous puissiez, sans trop vous en occuper, générer des leads et donc générer un flux de clients. Par contre, s'il y a la volonté de générer vraiment une croissance harmonieuse dans la durée et que vous soyez vraiment autonome dans votre process d'acquisition, dans ce cas-là, vous devez investir en vous pour monter en compétences et vous assurer que le modèle fonctionne le plus rapidement possible en y passant un minimum de temps. D'ailleurs, des fois, il y a certains de nos clients qui passaient autant de temps avec des agences d'externalisation que du temps avec nous parce qu'en fait, le module, il passait 3-4 heures par semaine à manager des agences externes qui au final ne maîtrisaient pas eux-mêmes, alors que là ils passent 3-4 heures par semaine pour leur propre process et avec beaucoup plus de résultats forcément parce qu'on va
implémenter un système basé sur de la data, avec aussi un petit peu d'IA, d'automatisation, mais surtout leur approche métier, leur approche terrain qui est super important. Et c'est ce triptyque qui fait vraiment, qui va permettre justement de générer cette croissance aussi. J'aime bien dire ce mot croissance harmonieuse parce que c'est une croissance qui leur ressemble et qui leur convienne parce qu'ils seront en mesure de maîtriser, d'accélérer, de diminuer, mais la venue de leurs leads et surtout des leads de qualité qui pour eux jugent de qualité en tout cas. Aujourd'hui en 2026, pour conclure un peu là-dessus, c'est que concrètement ça n'a jamais été aussi simple avec les outils qu'on a, avec le digital notamment, ça n'a jamais été aussi simple en B2B d'aller trouver son client idéal. À partir de ce moment-là, si chaque jour qui passe où vous n'y allez pas, dites-vous qu'il y a un concurrent, qui soit direct ou indirect, mais en tout cas qui va valer le budget de vos clients, lui qui va passer à l'action. Et nous, on le voit pour nous, on le voit pour nos clients. Donc maintenant, en 2026, je veux dire, si vous dépendez autre chose aussi, donc mettez de l'inbound, donc un beau site internet si vous voulez, du branding, mais ça c'est une solution vraiment plus sur la durée. De l'ads, c'est super intéressant pour faire un peu plus de masse, mais si vous voulez cibler un peu plus le client plus régulièrement de qualité et avoir des actions et générer des résultats sur le court terme, mais dès demain presque, dans ce cas-là, mettez en place en plus de ça un modèle outbound. Je le répète, si vous n'y allez pas, il y en a d'autres qui vont y aller pour vous. Donc, je pense qu'on peut, on peut conclure juste là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un like, ou mettez même des commentaires, justement si vous êtes d'accord, pas d'accord. Vous pouvez même mettre, si vous êtes encore là sur la vidéo, mettez des flammes ou une pêche. Vous choisissez entre les deux, flamme ou pêche, peu importe, en commentaire, juste pour voir ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à le partager aussi autant que possible. Et si vous avez des idées aussi de vidéos justement, n'hésitez pas à nous le mettre, comme ça on pourra aller plus loin, que ce soit sur l'acquisition, sur le LinkedIn, par mail, même sur la partie closing aussi. Donc je ne sais pas si tu as un dernier mot de toi de ton côté. Très bien, j'espère que ça vous a plu et puis on essaiera, on en refera dès que possible pour vous donner le plus de valeur possible. J'espère que ça vous a apporté de la valeur et de la clarté. De la clarté sur l'acquisition, sur le closing, sur le business en général. Allez, ciao. Allez, ciao.